La base militaire de Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. Antoine, lieutenant de 23 ans, s'apprête à vivre une épreuve que tous les futurs pilotes de chasse redoutent. Vous allez fermer les yeux, respirer normalement, vous détendre complètement. 1 kg. Tension artérielle, électrocardiogramme, tous les paramètres vitaux sont passés au crible. Il faut vraiment qu'ils soient en parfaite condition physique pour supporter les accélérations. Aujourd'hui, Antoine va passer l'épreuve de la centrifugeuse. Élève officier depuis 4 ans, il rêve de piloter un jour un avion de combat. Il faut être un peu patient. Ça fait quelques années que j'y suis et il faut encore travailler un peu. Antoine va subir des accélérations allant jusqu'à 6 G, 6 fois son poids. L'électrocardiogramme est parfait. Les électrodes placées sur son torse permettront au médecin de surveiller ses réactions pendant l'exercice. Merci. On ne sait jamais. C'est quoi ce sachet? C'est sac à vomi. Comme Antoine, chaque année, On a des transports. une centaine de pilotes viennent ici tester leurs limites, sous l'œil d'Olivier. Autorisation de lancement. Sa mission, éviter que les futurs pilotes de chasse ne perdent connaissance. Prêt. 3 pilotes français ont trouvé la mort ces 15 dernières années après s'être évanouis. 2, 1, engage. Dans le cadre d'un exercice filmé, Legs tight, deep breath. You're on top. ce pilote américain est soumis à 9 G, soit 9 fois son poids. Bridge. Plus la pression monte, plus son visage se déforme. Il finit par s'évanouir. Pour éviter ce genre de scénario en vol, l'armée de l'air a mis au point des techniques de respiration qui minimisent l'effet des accélérations. Antoine prend place dans la centrifugeuse. Mon objectif, de sortir d'ici vivant. C'est une première pour l'élève pilote. Dans la salle des commandes, Attention pour départ. 3, 2, 1, départ. le médecin-chef l'accompagne dans ses manœuvres respiratoires. 2, 3, soufflez. Antoine contracte sa cage thoracique pour booster sa circulation sanguine. Il doit éviter un rétrécissement du champ visuel, ou pire, le voile noir. C'est un voile léger ou pas? Non, pas encore. Vous me dites quand ça apparaît. D'accord? Là, je pense que ça apparaît. 3G5, Manœuvre. 1, 2, 3, soufflez. 4G, 1, 2, 3, soufflez. 1, 2, 3, soufflez, continuez. 2, Après une minute à pleine vitesse, Antoine n'a toujours pas perdu connaissance. 3, soufflez, le champ. 1, 2, 3, soufflez. Malgré un visage marqué, l'apprenti pilote a tenu le choc. Il a tenu 6G pendant peut-être 20-30 secondes et il a pu le supporter parce qu'il a fait des manœuvres anti-G parfaites. Il est totalement fait pour ce métier, il a bien choisi. Mission accomplie pour Antoine. Ouais, c'est bien, ça fait des bonnes sensations. On peut en faire des tours ou pas? Avant de devenir officiellement pilote de chasse dans l'armée de l'air, les jeunes recrues sont testés et entraînés quotidiennement pour se préparer à la guerre. C'est important pour moi de défendre les valeurs de mon pays. Il faut qu'il y ait des gens qui se dévouent pour le faire. Et j'en tiens une grande satisfaction de pouvoir le faire. Aujourd'hui, la France compte 900 pilotes de chasse en activité. Ils sont déployés au Sahel et au Moyen-Orient. Ils font la guerre depuis le ciel, notamment contre les terroristes de Daesh. Quentin et Talia ont été recrutés après avoir passé les concours des grandes écoles d'ingénieurs. Ils commencent tout juste leur cursus dans l'armée de l'air. Leur objectif, réussir les classes pour accéder à la cérémonie des poignards, un rituel initiatique qui fera d'eux des officiers. Mais devenir pilote de chasse est aussi possible avec un simple baccalauréat.
Jean-Charles, élève pilote depuis 1 an, suit cette filière moins connue, mais tout aussi exigeante. Le travail peut s'arrêter du jour au lendemain. On est sur la sellette à chaque instant. Nous vivrons de l'intérieur son tout premier vol en Rafale, un avion de chasse dernière génération. Ça fait un petit tonneau, t'es prêt, ça? Après 6 années de formation, Richie, capitaine, termine son apprentissage sur Alpha Jet, l'avion de la patrouille de France. Maintenant, le but, c'est d'apprendre à délivrer de l'armement. Pour décrocher ses ailes de pilote, il devra affronter des situations de crise, comme le crash de son avion en pleine mer. Pierre, 30 ans, visage flouté pour raison de sécurité, va lui vivre sa première mission opérationnelle au cœur d'une bataille contre le terrorisme en Afrique. Là, ça y est, c'est parti, on part pour faire des vraies missions de guerre. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces jeunes élèves pilotes de l'armée de l'air. Comment sont-ils sélectionnés, formés au pilotage et préparés au combat? Immersion dans la fabrique des héros. L'aventure pour devenir pilote de chasse commence parfois sur un petit aérodrome. On va reculer tout ça là-bas. Allez. Nous sommes à côté de Grenoble. Voici un père et son fils. Ils volent souvent dans ce petit avion, mais aujourd'hui n'est pas une sortie comme les autres. C'est parti pour notre dernier vol tous les deux, hein. Bien cool. Allez, on va écouter la piste. Et on va fermer la verrière. Quentin a 20 ans. Demain, il quitte la région pour rejoindre la prestigieuse école de l'air. Avec un rêve en tête, prendre un jour les commandes d'un avion de chasse. Son père, Éric, est un ancien lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Il lui a transmis le virus. C'est notre bureau, c'est en permanence, vous voyez, la tapisserie est toujours différente. C'est vraiment un plaisir, quoi. Forcément, en volant, on acquiert aussi un petit peu cette passion petit à petit, et j'ai choisi d'en faire ma vie. Une vie de pilote au service de la France. Comme son père, 30 ans plus tôt, Quentin se prépare à partir. Ça, c'est la tenue d'officier de mon père. Vous avez la Légion d'honneur, la médaille d'aéronautique. Depuis tout petit, je vois mon papa là-dedans. Je me dis, ouais, c'est vrai que c'est l'accomplissement d'une vie, quoi. C'est un petit peu mon rêve de gosse, ouais. Pour intégrer l'école de l'air, Quentin a travaillé dur. 3 années de classe préparatoire scientifique. Depuis qu'il est gamin, des posters d'avions tapissent sa chambre. Il n'a qu'un seul objectif, devenir pilote de chasse. Hop. À vrai dire, là, le fait d'avoir eu ce concours, c'est vraiment c'est la libération. Alors, c'est sûr que ça va peut-être pas être que des vacances, mais j'attends que ça, quoi. Le premier jour de sa nouvelle vie, c'est demain. Alors Quentin prépare sa valise. Donc un cadenas, une lampe frontale, une montre éclairant la nuit, c'est bon. Un briquet, un nécessaire de couture. Hop. Pas de place pour l'improvisation. Les élèves ingénieurs vont commencer l'année par une formation militaire à la dure. Pendant ces 2 mois, on n'a pas de téléphone, d'internet. Je ne sais pas si on va dormir dans des chambres, a priori pas tout le temps. Donc évidemment, il faut avoir tout le nécessaire, quoi. Pour intégrer l'école de l'air, Quentin a réussi un concours très sélectif. 80% des candidats sont éliminés. Allez, Ouais. veux-tu l'ouvrir? Bah écoute, je crois que c'est Quentin qui va l'ouvrir. Ah, bah oui, Allez. Bah tout oui. à fait. Un couteau, quelque chose. Lui-même ancien officier, Éric ne cache pas sa fierté. Moi, j'étais de la promo 86 de l'école militaire de l'air. Donc ça fait, si je compte bien, ça doit faire 30 ans. Tu t'es bien débrouillé. J'en suis très heureux, fier, ravi, enfin tous les qualificatifs qu'on peut imaginer, donc c'est parfait. À la tienne. Allez, à la tienne. Comme Quentin cette année, ils sont une centaine à rejoindre les rangs de cette école militaire d'élite. Basée dans le sud de la France, à Salon-de-Provence. Depuis 1935, l'école de l'air forme les futurs officiers de l'armée de l'air.
C'est ici que se joue la première étape de la formation des pilotes de chasse. Salon de Provence accueille aussi la célèbre Patrouille de France. De quoi donner des ailes aux poussins, les élèves de première année. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes pour les nouvelles recrues. Votre prénom? Quentin. Et l'heure de la distribution des clés. Merci. Ici, pas de dortoir commun, mais de petites chambres individuelles. Les élèves officiers sont l'élite de l'armée de l'air, alors ils sont chouchoutés. J'imagine qu'il faut que je vérifie qu'il y ait tout qui fonctionne bien. Quentin fait le tour du propriétaire. C'est bon. Ok, mon robinet a pas l'air de fonctionner. Si. Le grand luxe, je vous dis. Pendant 3 ans, cette école va devenir sa maison. Avec ses camarades, ils vont d'abord se former loin des avions. Apprendre rigueur et discipline pour devenir un jour les chefs de l'armée de l'air. Mais pour l'heure, il faut marcher au pas. À gauche, alignement à gauche. Direction, le pique-nique de bienvenue, organisé par les élèves de 2e année. Quand vous partez, il n'y a plus rien par terre. Pas papier, pas bouteille d'eau, pas de bout de pain, rien du tout. Ils ont 10 minutes pour manger et interdiction formelle d'échanger avec son voisin. Mis dans le grand bain dès les premiers instants, donc oui, c'est assez brutal. Mais on ne nous laisse pas mourir de faim déjà. Talia découvre l'hospitalité militaire. Elle a fait Sciences Po et comme Quentin, elle a décidé de devenir pilote de chasse. Ça permet de montrer que les femmes sont capables aussi de le faire tout aussi bien que les hommes. Et puis aussi de montrer l'exemple derrière pour d'autres femmes qui voudraient aussi faire cette profession. Elles sont aujourd'hui une quinzaine au sein de l'armée de l'air. Talia a grandi en région parisienne. Fille d'un père ouvrier et d'une mère employée dans la restauration, après un parcours scolaire brillant, elle a choisi de s'engager à 22 ans. Cette championne d'athlétisme n'a pourtant aucun militaire dans sa famille. Pour elle, le passage symbolique de la vie civile à l'armée va donc se faire dans ce couloir. Bonne shirt 37. Cet après-midi, Talia reçoit sa nouvelle garde-robe, dont le traditionnel blouson d'aviateur. Mais l'essayage est plus compliqué que prévu, car Talia doit toujours garder sur elle ses 2 carnets militaires. On ne doit jamais s'en séparer, sauf pour aller à la douche, je crois que c'est la seule exception. Et donc les instructeurs nous ont dit que ça s'appelait notre paire de couilles. Voilà, c'est le petit nom attitré. Dans le monde très masculin des pilotes de chasse, elle va devoir se faire une place. On apprend vite. Mais Talia est déterminée depuis son plus jeune âge. J'ai toujours voulu travailler dans les métiers de la sécurité pour le sentiment de me sentir utile et puis aussi parce que je me sens proche des valeurs de ce milieu, donc l'ordre, le respect de l'autorité, etc. Bonne journée. Les codes de l'armée. C'est aussi une coupe de cheveux réglementaire. Quentin a justement rendez-vous avec le coiffeur de la base. Installez-vous. Ses cheveux sont déjà très courts, mais qu'importe, tout s'y passe. Alors la coupe réglementaire, nous faisons 6 mm sur le dessus et 3 sur les côtés. Les pattes, nous les supprimons. Avec les efforts qu'ils vont faire au niveau hygiénique, c'est quand même idéal d'avoir les cheveux courts. Le premier jour est un marathon pour ces jeunes. Au revoir, merci. Une sorte de course à l'uniformisation. Après le coiffeur, c'est au tour du maître tailleur. Allez, si vous voulez vous mettre là, face au miroir. À l'école de l'air, les costumes d'officiers sont retouchés un à un. Pardon, vous pouvez me laisser. On a un seul modèle et on doit habiller avec un seul modèle l'intégralité des morphologies qui se présentent à nous. Hein, le grand, le mince, le petit, le fort. Voilà. Voir un peu dans la veste de son père.
Peut-être pas dans la veste de son père, mais déjà dans la veste d'un officier. Et puis après, pourquoi pas, oui. Cette école est aussi une école de patience. Le premier trimestre est consacré à la formation militaire. Quentin et Talia vont devoir rentrer dans le moule de l'armée. Que m'importe cette fille que je n'ai jamais su aimer. Ils sont pas très adaptés finalement à l'arrivée des femmes dans l'armée, ces champs militaires. Pas vraiment, mais c'est pas le moment de contester, je pense. Pendant 3 ans, ces élèves vont marcher au pas et devenir ingénieurs. Voler, ce sera pour plus tard. À 800 km de là, en Indre-et-Loire, la base école de Tours. Richie aux ops, briefing. Richie a quitté Salon de Provence il y a 2 ans. Il porte aujourd'hui une combinaison d'aviateur, car ça y est, il pilote un avion de chasse. Première droite. Ok. Dans cette école, pas de cours collectifs, mais des briefings, en tête-à-tête avec un instructeur. So for the act check, it's 8 and 52, 30 seconds stop. Et en we anglais. expect to step in around 30 minutes for a take-off at 8. Excusez-moi, capitaine, on est dans l'armée française ou l'armée américaine là? Dès nos jeunes années dans l'armée et nos premiers vols, notamment à Tours, on essaye de faire du briefing jusqu'au débriefing. Tout se passe en anglais. So we will perform the close formation takeoff. L'anglais est la langue utilisée lors des opérations extérieures. Les pilotes doivent donc devenir bilingues. Mais leurs méthodes d'apprentissage sont parfois inattendues. On explique beaucoup d'exercices avec ces avions pour leur montrer l'étagement, les positions qu'on doit adopter, les points de repère pour les différentes formations. Donc c'est nos joujoux à nous de quotidien. Un quotidien, pas tout à fait comme les autres. Il nécessite des accessoires de protection indispensables. On va 650. Reçu. Comme ce pantalon anti-jet. Pour le dernier setup. D'accord. Ça nous permet de résister plus facilement aux facteurs de charge pendant les évolutions un peu plus serrées. C'est lors des virages que l'accélération est la plus forte. Le pantalon se gonfle alors pour envoyer la circulation sanguine vers le cerveau du pilote. T'as grossi, Richie, ou quoi? Bah un petit peu, mon capitaine, on mange bien au mess-off. Aujourd'hui, Prêt, mon capitaine. Richie effectue sa mission sur un appareil mythique, l'Alpha Jet. Et c'est parti pour le tour. Chaque 14 juillet, ce sont des Alpha Jets qui volent au-dessus de nos têtes. Car avant de piloter un Rafale, c'est sur l'avion de la patrouille de France que sont formés tous les jeunes pilotes. Ils l'appellent le Gadget. C'est un petit surnom affectif parce que c'est un avion qui a marqué des générations de pilotes. Après 90 heures de vol sur cet avion, Richie a désormais tous les réflexes d'un vrai pro. Donc avant chaque vol, on fait une inspection visuelle de l'avion. On teste un peu tout, vérifier qu'il n'y a pas de trappes qui sont ouvertes, pas de corps étrangers au niveau de l'appareil. Le pilote, c'est lui qui est responsable de la machine en vol. Et donc il doit vérifier avant de partir que tout est en ordre. Là, c'est bon. Richie a terminé sa formation à Tours. C'est bon pour moi. C'est bon pour conduire. Aujourd'hui, c'est son dernier vol dans cette école. Dès le lendemain, il s'accorde un moment de répit. Hello, hello. Sous ce casque et derrière ses lunettes, c'est bien Richie. Un petit coin de joue. Des casques. Un petit coin de joue. Ses parents sont commerçants dans la station des Deux Alpes où le pilote a grandi. Richie profite aujourd'hui d'une de ses rares permissions pour changer d'air et dévaler les pistes. C'est génial de pouvoir revenir ici, se ressourcer, puis chausser les planches un peu. Putain les gars, c'est cool, ça va? Vas-y, reste assis, t'as raison. T'es sur le dos de Melalose, on va tracer un petit slalom. Plusieurs de ses amis d'enfance sont devenus moniteurs de ski dans la station. Allez, on suit la monitrice.
Les gars, tu tombes. Lance le bâton. Richie a lui-même hésité à se diriger vers cette profession. Quand ils se retrouvent, les copains reprennent les bonnes vieilles habitudes. Ils skient en patrouille. Richie ne revient chez lui que 3 ou 4 fois par an. Alors, à chacune de ces visites, on va boire une petite bière au bar. Un passage obligé au bar du village. Au milieu de sa bande, Richie retrouve sa fiancée, Caroline, et ses parents. On est passé au Médoc. Lorsqu'il a eu 16 ans, je lui ai dit qu'est-ce que tu préfères, une mopilette ou un brevet de pilote? Et alors qu'il n'avait pas encore le permis de conduire, il volait déjà tout seul dans l'avion. C'était il y a 10 ans. Depuis, Carole, sa mère, a eu le temps de se faire au risque du métier. Je le préfère dans un avion de chasse que dans une voiture en tant que commercial. Je pense que je le préfère là-haut. Pourquoi? Je pense qu'il y a moins de chances qu'il lui arrive quelque chose là-haut que sur la route. Je te rejoins. Confiante, Carole est aussi bien entourée. Moi, je vais me liquéfier. Sa future belle-fille est également officier dans l'armée de l'air. Sa spécialité, les radars. Je suis un des maillons de la chaîne. Voilà, nous on est le bout de la chaîne, les pilotes, mais il faut énormément de spécialités, dont celle de Caroline pour faire voler nos avions. Caroline est affectée à la base de Nancy, à près de 1000 km de celle de Richie. Le couple ne se voit qu'1 ou 2 fois par mois. On va dire que cette période de formation où il bouge tous les 6 mois, 6 à 8 mois, voilà, on sait que c'est que temporaire. Bientôt terminé d'ailleurs, non? Bientôt terminé, voilà, on a fini de cocher les mois bientôt dans le calendrier, donc... mais voilà. Donc, le militaire, elle comprend mieux toutes les contraintes liées à mon métier, donc ça peut être les contraintes d'opération, de mission, de disponibilité, de mutation. Comme Richie, Caroline pourrait être amenée à partir faire la guerre. Je crois que c'est une chose qu'on a accepté tous les deux. On serait encore plus content de se retrouver après. Qui va s'occuper des enfants? Celui qui reste. Si on part en même temps, on les confiera aux grands-parents, ils seront contents à la montagne. Le couple partage le même engagement. Mais seul Richie aura un jour la responsabilité de larguer des bombes. Tu t'imagines déjà aller à ton avion. Ton avion qui est maintenant équipé d'un pod. Un pod canon. Dans ce gymnase de la base aérienne de Cazaux, en Gironde, Richie est en pleine séance de top. Technique d'optimisation du potentiel. Je me présente face à la cible. J'attends l'autorisation de tir. La relaxation aide ici à la mémorisation des procédures. Cette fois-ci, l'armement est bien présent. Aujourd'hui, Richie doit bombarder une cible. Ses yeux restent fermés, mais ses doigts bougent, comme il le ferait en vol. J'effectue ma visée avec le réticule de tir. Seule la voix de Pascal le guide. Préparateur mental depuis 20 ans, Pascal a participé à une petite révolution au sein de l'armée de l'air, en ajoutant une dimension psychologique dans l'entraînement des futurs pilotes. C'est particulièrement dur au début. Pourquoi Parce que ça a souvent été synonyme de faiblesse d'avoir besoin d'un préparateur mental pour réussir ses missions. Ça a été longtemps mal accepté dans les mœurs des pilotes de chasse. Et puis maintenant, on comprend que finalement, c'est une aide. Malgré la répétition mentale, rien ne prépare ces jeunes militaires à la réalité de tuer un ennemi. Certes, on peut être... ça fait partie de notre métier, on doit le garder dans un coin de notre esprit, mais au jour d'aujourd'hui, non, je ne me focalise pas là-dessus et ça viendra au moment opportun. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on n'est pas des machines à tuer non plus, on est le bras armé du politique et au final, on met en application les décisions des Français. Déployée dans 10 pays, sur 3 continents, l'armée française a un besoin crucial de pilotes de chasse. Ce que le grand public ignore souvent, c'est que la majorité d'entre eux ne sont pas bardés de diplômes. Ils n'ont qu'un simple baccalauréat. Retour à l'école de l'air de Salon de Provence.
Ici, deux filières de formation cohabitent. L'élite, les pilotes ingénieurs, ceux qui deviendront les chefs de l'armée de l'air, et les simples pilotes uniquement formés au pilotage. C'est le cas de Jean-Charles. Ah oui, j'ai 3006 FE. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Jean-Charles? Je prépare la mission de tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un log de nav. Ça nous permet d'avoir des points rappels sur des rappels sur les points importants de la mission. Et du coup, normalement, on connaît tout par cœur, mais si à un moment de la mission, on est un peu dans le jus, un peu dans le rouge, on a juste à baisser les yeux et on a des rappels. En fait, quand on commence à regarder ça, c'est que la mission s'est pas bien passée. Donc, Et là, vous êtes prêts, vous pensez? on va voir ça, mais normalement, on part pas à la fleur au fusil dans une mission, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Toutes les gars. Cela fait 18 mois que Jean-Charles a commencé sa formation. Avant de monter dans un avion de chasse, c'est d'abord aux manettes de ce petit appareil que les élèves apprennent à voler. Départ de la mission, donc on est focalisé là-dessus, vraiment que sur la mission et les procédures à mettre en place, etc. Ce matin, c'est un test de navigation avec son instructeur. Ok. 88 nœuds, 150 pieds. Ça rentre. L'apprenti pilote doit suivre un itinéraire bien précis en utilisant au maximum des repères extérieurs. On sort la carte donc. Regarde pas trop la carte en bas parce que tu regardes plus dehors pendant ce temps-là. À 11 minutes, on doit identifier une autoroute avec. Ton gros repère, c'est quoi avant? C'est l'une qui est ici, une autoroute qui va monter par le sud. Deuxième difficulté, le calcul du carburant restant. Juste 43 moins 17, ça fait combien? 43 moins 17. Le résultat a son importance, car en mission, une erreur de carburant peut être fatale. Un peu plus et c'était bon. Au début, voler bas à 500 pieds sol leur demande beaucoup d'attention. Souvent, ils ont du mal à tenir le cap et ils font aussi des erreurs de calcul mental. Plusieurs fois par semaine, Jean-Charles passe des tests à bord de ce petit avion. Ce sera comme ça pendant 1 an encore. Ensuite, l'armée décidera de lui confier ou non un avion de chasse. On sait qu'on est sur la sellette à chaque instant et que du coup, le travail peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors pour évacuer la pression, les apprentis pilotes se retrouvent régulièrement en dehors de la base. Ce soir, c'est sorti karting pour Jean-Charles et ses copains de promotion. Avec ces pilotes, c'est bon ça. Ils viennent de toute la France. Le dernier paye la tournée. Leurs profils sont variés. Cela va du jeune de 18 ans qui vient d'avoir le bac à d'autres plus âgés en reconversion professionnelle. C'est le cas de Jean-Charles. Il y va de son pronostic pour la course. Je pense que Gardy va être numéro 1. Il a été 16e au championnat de France de karting. Et le dernier, on a Daël qui a toujours pas son permis au bout de 2 tentatives. Pour devenir pilote de chasse, pas besoin d'avoir le permis de conduire. En revanche, une vue parfaite est indispensable et la visite médicale de sélection est minutieuse. Alors voilà, comme je suis un peu plus vieux, j'ai pas envie de me laisser faire par un petit jeune. C'est le doyen de la promo. Alors ce soir, Jean-Charles met son honneur en jeu. Pas question de faire des cadeaux, même entre frères d'armes. Jean-Charles passe en force. Du côté du pilote sans permis, pas de surprise. Il s'affiche bon dernier du classement. Il y a Yanis qui paye sa tournée. Hein. Allez, j'ai pas mon portefeuille. Allez, on la connaît l'histoire. Déracinés, loin de leur famille, les élèves sont devenus amis. Monte sur le podium là. On est là. Allez, Etienne. Il y a l'amour. On a bien soudé et tout, donc c'est top. C'est notre deuxième famille, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne cohésion. C'est le plus sentimental de la promo. Demain, Jean-Charles va quitter ses camarades. Voilà pour vous, l'applaudissez encore. Bravo.
Il va rejoindre un escadron de pilotes de chasse et vivre son premier vol en Rafale. Direction l'est de la France, la base aérienne de Saint-Dizier. C'est la ville d'origine de Jean-Charles. Il retrouve aujourd'hui un copain d'enfance qui lui est pilote depuis 10 ans. Salut Jean-Charles. Ça va, t'as bien dormi? Très bien, capitaine. On va briefer. Sébastien est devenu capitaine. Malgré leur amitié, le respect de la hiérarchie s'impose à Jean-Charles. Et ici, il doit faire bonne figure. On n'est pas chez nous, on est dans un escadron de combat et on n'est plus du tout à l'école ici. On doit être le plus irréprochable possible. Aujourd'hui est un grand jour. C'est la première fois que Jean-Charles va monter dans un avion de chasse. Bonjour. Bonjour. T'es peur de rien? Ce vol de motivation est une tradition dans l'armée de l'air. Il y en a qui justement réagissent très très bien et puis d'autres un peu moins bien. Les jeunes élèves n'ont pas encore l'habitude des accélérations. Après c'est humain, hein. Si tu vomis, tu vomis. C'est juste de le faire proprement. Voilà la fameuse pochette, on verra si on l'utilisera demain ou pas. Son vol en Rafale, Jean-Charles va l'effectuer derrière Sébastien. Alors voilà le gilet de combat du Rafale. Je vais te laisser le mettre et puis après je t'expliquerai les détails. Voilà, tu le verrouilles avec les deux petits mousquetons. En bon copain, il lui donne quelques précieux conseils. Éviter le café juste avant le vol, d'accord? Même si t'es pas réveillé. Et par contre, il faut quand même s'hydrater. Et pour les besoins pressants, l'armée a tout prévu. On a des pochettes, un petit peu comme les pochettes à vomi de Jean-Charles, qui sont spécialement conçues pour faire ses besoins dans l'avion. Voilà. Et ça demande de l'entraînement quand même, parce que le jour où on fait ça pour la première fois, en général, c'est en mission opérationnelle. On va délivrer de l'armement, et on peut ne pas il vaut mieux y arriver. Avant de grimper dans l'avion, tiens, monte par là, j'essaie. Il s'installe dans ce simulateur. Voilà. On est déjà la sangle à droite, ici. Jean-Charles a déjà quelques notions de pilotage. Alors demain, Sébastien le laissera peut-être prendre le manche. Les deux petites oreilles rouges. Si je te demande de passer sur tout, tu passeras sur tout. Ça, c'est éventuellement si je veux te laisser les commandes. J'ai hâte, mais bon, c'est déjà fou. Alors voilà, c'est ça que c'est le gâteau. Il faudra que tu l'apprennes. Pour Jean-Charles, ce vol à Saint-Dizier a une saveur particulière, car c'est un enfant du pays. Ce soir, voilà, installez-vous. Il retrouve sa famille. À l'apéro, un seul sujet de conversation, son vol du lendemain. C'était comme ça, t'as le groin. Le groin, c'est pour respirer. Ah d'accord, ah, bah oui, alors du coup, il était... le groin, c'est le museau du cochon. Bah, c'est pareil. Heureuse. Sophie, la mère de Jean-Charles, est encore plus excitée que son fils. En Rafale, tu te rends compte, c'est incroyable ça. Hein. Infirmière, reconvertie dans l'enseignement, elle est fière de l'engagement de Jean-Charles. Je suis patriote. J'aime profondément la France et je suis fière, oui, que mon fils soit militaire français et qui défende notre pays. Même si l'actualité l'oblige parfois à envisager le pire. J'ai abordé ça avec Jean-Charles et je lui ai même dit, est-ce que tu as peur de mourir? Oui, bien sûr qu'il y a des risques, mais après la formation militaire fait que quotidiennement on s'entraîne H24 à gérer ces risques et on n'est pas des têtes brûlées à partir le couteau entre les dents. Le lendemain matin, Jean-Charles retrouve Sébastien pour son vol. Et c'est à bord d'un Rafale, la Rolls des avions militaires, voilà le voilà. Que le duo va embarquer. C'est l'excitation et l'appréhension parce qu'on se rend compte à quel point c'est gros, on attend ça depuis longtemps et rien que déjà là, la motivation revient. Le Rafale de Jean-Charles et Sébastien va servir d'avion leader dans le cadre d'un exercice de vol en patrouille. Les deux avions vont décoller simultanément. Un moment particulièrement dangereux, les appareils ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Voilà, et là,
Elle arrive. Une fois atteint les 8000 mètres d'altitude, le pilote fait une petite démonstration de la technologie du Rafale. Il lâche le manche. Donc tu vois, j'ai les mains en l'air. Donc la vitesse elle est maintenue automatiquement et tu vas te dire c'est nul, le pilote auto, tu pilotes plus et tout. En fait le système il en prend tellement qu'en fait si tu peux te décharger du pilotage c'est quand même pas plus mal. Quoi. Mais pour chahuter un peu son copilote du jour, Sébastien reprend les commandes. On va se taper un petit tonneau, t'es prêt toi? Les virages à haute vitesse s'enchaînent. Jean-Charles semble bien encaissé. Mais le deuxième avion, piloté par un élève, a du mal à suivre. Chien un peu là. Alors regarde, je tire sur le manche, regarde. C'est vrai comment il est loin là, regarde. Vous avez bruit de ça? Après 1 heure de manœuvre aérienne, le Rafale de Jean-Charles rejoint la base. Alors Jean-Charles, Ça pousse, là. C'était vraiment top. Un vol pour moi 100% plaisir. Donc vous êtes fait pour ce métier? Non, ça c'est pas à moi de le décider. Bon, je le fais ici déjà à ma place arrière. Félicitations. Merci. Ça, il m'a pas embêté. Il a été gentil. Et il a tenu le choc. Ça va. L'apprenti pilote a résisté à des accélérations allant jusqu'à 8 G, soit 8 fois son poids. Tu pèses combien? On va pas le dire. C'est sujet sensible. 70 kilos? Allez, à peu près. Ouais, c'est ça, 70. 56, 560 kilos. Dès demain, une nouvelle épreuve de pilotage attend Jean-Charles. Il devra se surpasser, car seuls les meilleurs obtiennent leur place en école de chasse. Retour dans le sud de la France, à côté de Salon de Provence. Cela fait 45 jours que l'entraînement militaire de Quentin et Talia a débuté. Les élèves officiers de l'école de l'air sont en pleine séance de descente en rappel. Nickel. Originaire de Savoie, Quentin a l'habitude de la montagne. Mais en bas, Talia, la parisienne, a l'air moins rassurée. Comme à la maison. Au-dessus d'eux, un élève est bloqué, en délicate position. Ah. Essaye de faire passer la corde à côté de toi. Ses camarades tentent de l'aider. T'es arrivé? Mais il n'arrive pas à gravir la falaise. Alors bon joueur, il redescend et garde le sourire. On en chie, mais en même temps, on y prend du plaisir et puis on apprend beaucoup de choses. Cette journée de test est destinée à confronter les élèves officiers à leur peur du vide. Si tu veux qu'elle puisse monter, L'adjudant-chef ne les ménage pas. la préparer. M'aide pas surtout, hein, c'est ton boulot quand même. Talia, la recrue issue de Sciences Po, a encore un peu de mal avec l'esprit militaire. Un peu difficile parfois, mais c'est beaucoup plus intéressant que de rester assis dans une salle de classe. La jeune femme ne regrette pas d'avoir délaissé ses livres pour une formation plus physique. Je sais même plus où il est. La vie civile lui paraît même déjà bien loin. Ça fait quoi de porter l'uniforme, Talia? Bah là, ça fait plusieurs semaines que je le porte, donc j'ai plus trop l'impression de le porter. En fait, c'est plus bizarre de reprendre ses habits civils maintenant. S'ils portent tous le même uniforme, certains élèves officiers n'ont pourtant aucune intention de voler. Non, nous on est surtout pas pilotes. On est pilotes sur base. Donc on va piloter nos stylos peut-être. Peut-être un peu un fusil, mais on verra. L'armée de l'air se porterait beaucoup mieux sans pilote. Une rivalité bon enfant. Voilà. Mets ton casque avant que je te frappe. Entre futurs officiers sur base et pilotes d'élite. Après presque 2 mois d'efforts, ils arrivent au bout de leur formation militaire. Arrivez! Demain, ces élèves vont vivre le premier événement marquant de leur carrière. Ils vont devenir officiers. Et le père de Quentin ne manquerait cela pour rien au monde.
Je réalise pas que je viens voir mon fils là, qui va devenir officier aujourd'hui, et pour moi c'est encore un peu abstrait. Cela fait 2 mois qu'Éric n'a pas vu Quentin. Ah mon grand? Super. Alors, bah dis donc, t'as pas tellement changé, hein? Un petit peu les cheveux, mais bon. Ouais. Voilà, Le lieutenant-colonel se laisse peu à peu gagner par l'émotion. Merci. Surtout lorsque son fils enfile le même uniforme que lui. Attends, bouge pas, lève la tête. C'est parfait ça. C'est très très bien, parfait, nickel. Ça fait quand même drôle de le voir comme ça. Ah, j'avoue que là, autant moi je me vois dans la glace, bon ok, ça me paraît naturel, autant toi là, j'avoue que... Dans quelques heures, Quentin sera officiellement lieutenant de l'armée de l'air. Bonjour mademoiselle. Comme Talia, Éric la rencontre pour la première fois. Félicitations du coup, parce que j'ai pas pu vous voir, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Et puis je vais venir assister à la cérémonie des poignards. Ça c'est un privilège, hein, j'avoue que je boude pas mon plaisir. Aucun parent n'assiste à la cérémonie. Éric est un ancien de l'école et cela lui ouvre quelques droits. Ah, rigolez pas, hein. Rigolez pas parce que vous allez tous y passer. Hein. Pour son fils, il tient à ce que tout soit réussi. Parfait. Mets-toi en repos, t'as oublié un bouton. Ouais. On va peut-être le refaire du coup. Chaque détail compte. Allez, on le refait. Et puis quand tu salues, regarde, quand tu salues, c'est pas comme ça, il faut vraiment que ça soit dans la... Ouais. La promotion 2016 de l'école de l'air est enfin prête pour la traditionnelle cérémonie des poignards. Réservée à l'élite de l'armée de l'air, les images de ce rituel initiatique sont exceptionnelles. C'est en silence que la promotion de Quentin et Talia reçoit ses poignards. Ils représentent la confiance de la hiérarchie militaire envers ces tout jeunes officiers. Ils seront appelés à commander un jour l'armée de l'air. À l'autre bout de la France, sur la côte atlantique. Ouais, s'il te plaît. C'est à Cazaux que vit désormais Richie, le pilote en fin de formation. Lui a reçu son poignard il y a 5 ans déjà. Il entame aujourd'hui une nouvelle phase d'apprentissage, le combat aérien. C'est bon, t'es belle, Alex. Merci. Putain, je suis déjà à la bourre, hein. T'es déjà équipé, toi. Son colocataire est également élève pilote. Toujours en formation, ils sont néanmoins payés. Au grade de capitaine, Richie touche 4 000 € net par mois. Pour s'habiller le matin, c'est plus facile, on n'a pas l'embarras du choix. Le quotidien des 2 pilotes est réglé comme une horloge. Mon checklist. Calot, badge, Calot, portable. portefeuille. Ok, tout est bon. Yes. C'est des formations professionnelles, ça. Faut rien oublier. Puis la checklist été, hiver, ça dépend un petit peu. Ready? C'est bon pour moi. Les 2 élèves sont attendus à 8 heures tapantes par leurs instructeurs. Bonjour. Merci, bonne journée. Merci. Pour la première fois, Richie va apprendre à faire feu sur l'ennemi. Merci. Et comme toujours, cela se passe en cours particulier, avec un instructeur. Aujourd'hui, c'est le commandant Romain. On va voir les modes de tir air-sol et également les modes de tir air-air. Donc tu t'installes, tu fais tes checks comme d'habitude. Harnaché comme s'il partait en mission de combat, Richie s'installe dans ce simulateur de vol. On n'a pas ce petit gargouillis au ventre quand on met les moteurs en route. On n'est pas malade quand on se met la tête en bas, sinon les sensations sont exactement les mêmes. À ce stade avancé de la formation, un vol sur 3 se passe sur simulateur. Maintenant, le but, c'est d'apprendre à délivrer de l'armement, donc c'est la phase supérieure. Donc à faire la guerre. Donc à faire la guerre, exactement. Avec F55, clear for take-off. Depuis la salle de contrôle, le commandant Romain scrute les moindres gestes de Richie. Sa première mission,
bombarder des cibles au sol. Voilà, sa cible, c'est ce rond qui est là. Et au bout d'un moment, il faut friser. Donc bloc, 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 bloc. Et maintenant, il faut que tu vises. Plusieurs essais sont nécessaires à l'élève pilote. Ah, purée. Avant de réussir son bombardement. L'instructeur, lui, peut valider les points d'impact depuis cet ordinateur. Ici, on a une retransmission de la cible qui attire ici, donc c'est plutôt correct. Deuxième défi, faire feu sur un autre avion en plein vol. Petit point noir que vous voyez avec la traînée, c'est l'avion ennemi. Tracking. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça va être bon. Le missile là est parti. Là, il poursuit sur un tir-canon. Ritchie semble de plus en plus à l'aise dans son avion de combat. Je vais vite y prendre goût. Mais apprendre à faire la guerre, c'est également apprendre à gérer des situations de crise. Sur la base aérienne de Cazaux, il y a aussi un lac. Les élèves s'y entraînent. Ce matin, Ritchie a troqué sa combinaison de vol pour ce modèle en néoprène. C'est un peu plus flashy. C'est la nouvelle collection hivernale. C'est sexy là-dedans. Ritchie va devoir faire face à un cas de figure que tous les pilotes redoutent. Son avion s'est craché dans l'eau et il doit s'en extraire au plus vite. Il faut être à l'aise de partout, dans les airs, sur la terre et puis dans l'eau si possible. Sur la trentaine de participants, une seule fille. Personne n'en est jamais mort, c'est ce qu'on nous a dit, donc ça devrait bien se passer. Ce parcours aquatique simule les différentes parties de l'avion qui se seraient disloquées au contact de l'eau. Pour assurer sa sécurité, Ritchie est suivi par des plongeurs aguerris. Tiens-toi du filet. Quand tu es sous un élément comme ça, tu peux respirer, il faut en profiter. Alors qu'il parvient à franchir le premier obstacle, il entend un bruit familier. Il y a des rafales qui vous narquent? Il me donne du courage. Cette épreuve d'endurance a pour but de tester la capacité de Ritchie à gérer son stress. Comme lors de cette plongée en apnée sous un Zodiac retourné. Le pilote doit d'abord s'introduire dans ce baril, y reprendre son souffle, remonter, pour aussitôt replonger, saisir cette corde et traverser ce tuyau long de 5 mètres avant de se hisser enfin à l'air libre et de rejoindre son canot. Je vais me contenter de ce type de canot, qui est un peu spartiate certes, mais qui sera très efficace et qui pourra quand même sauver la vie si besoin. Si son avion s'abîme en mer, Ritchie sera seul. Il doit donc connaître par cœur les gestes dont dépend sa survie. Et là, je vais récupérer les parties latérales qu'on appelle la pèlerine et je vais m'abriter à l'intérieur. Objectif, se protéger du froid et de l'humidité. Pour le mal de mer, des cachets sont prévus dans le pactage d'urgence. Même si on a le pied marin, on les prendra pour éviter d'être malade et là de tomber dans le cycle de la déshydratation. Très bien. En 10 ans, un seul pilote français a réellement vécu ce cas de figure extrême. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile ensuite. Mais pour sa première mission de combat, Ritchie va devoir encore patienter. Ouais, il va falloir encore 2 ans avant d'être prêt à partir en opération. 2 ans à ramer. À ramer et puis à prendre du plaisir quand même un peu de temps en temps. Fin de l'exercice. Un hélicoptère est envoyé sur la zone du crash pour élitreiller les pilotes en détresse. Ce genre de scénario catastrophe fait partie intégrante de la formation des pilotes de chasse.
Quelques jours plus tard, sur le tarmac de la base de Tours. Le public est nombreux. C'est la cérémonie officielle que familles et amis attendent. Le capitaine a réussi avec succès les différentes étapes qui l'amènent aujourd'hui à recevoir ses ailes de pilote de chasse. Avec 5 de ses camarades, Richie reçoit le prestigieux macaron des pilotes de chasse, sous les yeux de ses parents et de Caroline, sa fiancée. Petite larme, ouais. Un peu grosse, ouais. Aujourd'hui, vous êtes la femme d'un pilote? Pas encore la femme, mais oui. Pour Richie, c'est l'aboutissement de 350 heures de vol et de 7 années de travail acharné. Bravo, mon fils. Aïe, 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 soulagé. Qu'est-ce qu'il ressent, le papa, alors? Soulagé. Bah, ce qu'il ressent, libéré. Libéré. Parce que, en silence, il est évident qu'on partage un petit peu les mêmes angoisses que lui. Hein. Voilà. Et libéré, tout à fait. On va pas m'emmener dans les balades en montagne qui m'ont fait tant de bien. Merci Joël. Ce jour-là, Richie réalise son rêve d'enfant. Je suis assez ému et assez fier de enfin porter ses ailes sur mon torse. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses. C'est les ailes qui représentent aujourd'hui mon arrivée dans le monde assez fermé des pilotes de chasse. Richie ne sait pas encore quel avion lui réserve l'armée. C'est celui-là qu'on veut, nous. Mirage ou Rafale? Son affectation sera décidée en fonction de son classement final. On est beau, moi. C'est pas mal. Très beau. Richie va bientôt rejoindre un escadron opérationnel. Une dernière année de formation lui sera encore nécessaire avant de partir se battre en zone de guerre. Dans l'ouest de l'Afrique, par exemple, où les forces françaises luttent contre le terrorisme. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas le visage des pilotes que nous avons rencontrés. Nous sommes à Niamey, capitale du Niger. Depuis août 2014, des avions de chasse décollent quotidiennement de cette base aérienne pour repérer et bombarder les caches terroristes au sol. Ouais. Entre les vols, Encore un petit peu mal aux épaules. les pilotes de chasse se retrouvent dans cette salle de sport improvisée. Le travail d'aujourd'hui, donc ça va être 8 ateliers répartis sur 3 tours. Et c'est en musique qu'ils relâchent la pression. On se croirait presque dans un cours d'aérobic. Allez, on accélère. On fait monter le cardio. Pensez à bien souffler. Mais ces exercices n'ont rien d'anecdotique. Pour éviter les douleurs en vol, les pilotes doivent se muscler. Stop. Si on prend par exemple des personnes qui vont prendre la route en voiture, lorsqu'elles conduisent longtemps, elles ont des douleurs dues à la position sur le siège. Elles s'arrêtent toutes les 2 heures. Les pilotes, ce ne sera pas le cas. En mission, les chasseurs français peuvent voler jusqu'à 8 heures d'affilée. Je vous entends pas souffler. Les pilotes doivent donc s'habituer au vol quotidien et aux nuits plus courtes. Pierre est le petit nouveau, le dernier arrivé sur la base. C'est des rythmes un petit peu particuliers là, au début c'était pas facile. Le changement de climat, tout ça là. La première semaine elle est compliquée. Il y a quelques mois encore, Pierre était élève pilote. Dans 2 heures, il va vivre sa première mission de guerre. C'est un petit mélange d'excitation parce que c'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps. Hein. On a envie de faire tout ce qu'on a appris, de mettre en application tout ça. Et il y a une petite appréhension aussi quand même, parce que voilà, c'est la première OPEX, c'est la première fois qu'on le fait. Donc... Pierre va partir en vol muni d'une arme de poing. Si en France, les pilotes volent non armés, en zone de guerre, il faut toujours prévoir le pire. On n'est pas à l'abri de rencontrer des groupes armés terroristes une fois au sol éjectés. Hein. Il y a peu de chances que ça arrive, mais on est prêt au cas où. Principale difficulté pour les pilotes,
Les distances à parcourir. Le Sahel est une région grande comme 17 fois la France. Alors, t'es quel avion toi aujourd'hui? Pour couvrir toute la zone, les chasseurs ont besoin d'être ravitaillés en carburant. On roule retour. C'est une phase de vol qui est critique pour la mission parce que sans ravitaillement en vol, eh bien, tout simplement ici, vu les distances, il n'y a pas de mission. Et qui est en même temps très délicate parce qu'elle demande une très haute technicité de pilotage. Ravitailler son avion, ce sera un challenge pour Pierre. Mais il aura peut-être aussi à tirer ses premiers missiles. Si on tire aujourd'hui, ça sera pour protéger des éléments français qui sont sous le feu, donc on est prêt, quoi. Pierre va prendre les commandes d'un Mirage 2000D, un avion biplace. On vole toujours un pilote à l'avant, un navigateur en place arrière. C'est le navigateur qui gère l'armement de l'appareil. Plusieurs missiles air-sol sont embarqués. Pour ce premier vol de combat, Pierre sera bien accompagné. Si j'ai l'avantage de voler avec un navigateur expérimenté qui a fait déjà beaucoup de missions de guerre, hein, donc ça rassure un petit peu quand même. Après 3 heures de mission au-dessus du Sahel, Pierre est à court de carburant. La manœuvre de ravitaillement est très délicate. À 750 km/h, le pilote doit introduire la perche située sur le devant de son appareil, à l'intérieur de ce petit panier. Pierre réussit l'arrimage du premier coup. 10 minutes sont nécessaires au Mirage 2000D pour faire le plein. Grâce à ce système de ravitaillement en vol, l'armée de l'air a réalisé le raid aérien le plus long de son histoire. 9h45 de vol depuis Saint-Dizier pour stopper l'offensive djihadiste dans le nord du Mali. C'était le 13 janvier 2013. Une vingtaine de cibles terroristes avaient alors été bombardées. C'est la finalité de cette formation d'élite. Chaque année en France, une soixantaine de jeunes recrues reçoivent leurs ailes de pilotes de chasse.